J'ai passé 32 ans à respecter une porte fermée. Ce n'était pas une interdiction brutale. Mon mari n'a jamais crié, jamais posé de verrou visible. Simplement, dès le premier mois de notre mariage, il m'a dit avec ce sourire calme qui le caractérisait: « Le bureau, c'est mon espace. Tu comprends, n'est-ce pas ?» J'ai compris. J'ai même trouvé cela élégant. Un homme qui avait besoin de son sanctuaire. Un signe de confiance mutuelle. Pendant toutes ces années, je suis passée devant cette porte chaque jour. Je l'ai époussetée. J'ai ciré la poignée en cuivre. Mais je n'ai jamais tourné. Même quand il partait en déplacement. Même quand la curiosité me brûlait. Je respectais ses frontières, comme il respectait les miennes. Aujourd'hui, 3 semaines après l'enterrement, je me tiens devant elle avec un trousseau de clés à la main. La maison est trop silencieuse. Ses affaires ont été distribuées, ses costumes donnés, ses livres rangés. Il ne reste que 7 pièces. Son avocat m'a dit qu'il fallait inventorier les documents pour la succession. J'ai tourné la poignée. La porte s'est ouverte sans résistance. Ce que j'ai trouvé à l'intérieur n'avait rien à voir avec un bureau. Pas d'ordinateur, pas de photos de nous. Seulement des étagères métalliques, couvertes de dossiers. Des dizaines de classeurs étiquetés avec des noms que je ne connaissais pas. Et une odeur de papier ancien, de secrets conservés, de vie mise en boîte. C'est là que j'ai compris. Je n'avais jamais vraiment connu mon mari. J'ai passé 32 ans à respecter une porte fermée. Ce n'était pas une interdiction brutale, pas une règle imposée avec violence. Mon mari n'a jamais haussé le ton pour défendre son territoire. Au contraire, dès le premier mois de notre mariage, il m'a simplement expliqué avec ce calme qui le caractérisait, le bureau était son espace à lui. Un endroit pour se concentrer, pour travailler sans être dérangé. J'ai trouvé cela normal, même rassurant. Un homme qui avait besoin de son sanctuaire. Un signe de maturité, de respect mutuel. Les années ont passé. La vie s'est installée dans ses routines. Le matin, il entrait dans cette pièce avec sa tasse de café, refermait doucement derrière lui. Parfois, j'entendais le bruit d'une chaise qui glissait, le froissement de papier, rien de plus. Il ressortait pour les repas, pour nos soirées devant la télévision, pour dormir. Mais cette partie de sa vie restait séparée, et je n'ai jamais eu l'impression qu'il cachait quelque chose de grave. Juste qu'il avait besoin de cette frontière. Je passais devant cette porte plusieurs fois par jour. Je l'époussetais machinalement. Je veillais à ce que le couloir reste propre. Mais je n'ai jamais tourné la poignée. Même quand il partait en déplacement pour 2 ou 3 jours. Même quand une part de moi se demandait ce qu'il pouvait bien faire là-dedans pendant des heures. Je respectais son intimité comme il respectait la mienne. C'était notre équilibre. Aujourd'hui, 3 semaines après l'enterrement, je me retrouve seule dans cette maison qui paraît immense. Ses costumes ont été donnés. Ses livres distribués à la bibliothèque municipale. Ses collègues sont venus récupérer quelques documents professionnels. Tout a été trié, rangé, effacé. Tout, sauf cette pièce. L'avocat m'a dit qu'il fallait inventorier ce qui restait. Pour la succession, pour les formalités administratives. Des mots froids pour une tâche qui me glace. Je me tiens devant la porte, avec le trousseau de clés dans la main. Et pour la première fois depuis des décennies, je ressens une hésitation étrange. Pas de la curiosité, pas vraiment. Plutôt une sorte de culpabilité anticipée, comme si j'étais sur le point de violer un pacte silencieux. La poignée est froide sous ma paume. Je la tourne lentement. La porte s'ouvre sans résistance, comme si elle m'attendait. Les jours qui ont suivi l'enterrement se sont écoulés dans une sorte de brouillard administratif.
Des papiers à signer, des comptes à clôturer, des appels de condoléances auxquels je répondais avec les mêmes phrases polies et creuses. Les gens venaient, apportaient des plats que je ne mangeais pas, me serraient dans leurs bras en me disant que le temps arrangerait les choses. Je hochais la tête, je souriais faiblement, je les raccompagnais à la porte. Mais une fois seule, c'était le silence qui prenait toute la place. Un silence lourd, épais, qui me rappelait à chaque instant qu'il n'était plus là. Ses pantoufles près du canapé, sa tasse favorite que je n'arrivais pas à ranger, le journal plié sur la table basse, ouvert à la page des mots croisés, qu'il n'avait pas eu le temps de finir. L'avocat m'a appelé pour me rappeler gentiment qu'il restait des démarches à accomplir. La succession ne pouvait pas être finalisée tant que tous les documents n'étaient pas recensés. Il m'a demandé si mon mari avait un coffre-fort, des comptes cachés, des papiers importants quelque part. J'ai répondu que tout était en ordre, que nous n'avions jamais rien eu à cacher. Sauf le bureau, cette pièce que je n'avais jamais fouillée, jamais explorée. Je me suis retrouvée plusieurs fois devant la porte au cours de cette première semaine. Une fois, j'ai même posé la main sur la poignée, prête à entrer. Mais quelque chose m'a retenue. Une impression bizarre, presque superstitieuse, que tant que cette porte restait fermée, une partie de lui était encore présente, que ouvrir signifiait accepter définitivement qu'il était parti. Alors j'ai repoussé. J'ai trouvé d'autres choses à faire. J'ai trié le garage, rangé la cave, nettoyé des placards qui n'en avaient pas besoin. Tout pour éviter cette pièce. Mais les appels de l'avocat se sont faits plus insistants. Les délais administratifs ne pouvaient pas attendre indéfiniment. Il fallait que je m'occupe du bureau. Il fallait que je cesse de fuir. Ce matin, je me suis réveillée avec la certitude froide que je ne pouvais plus repousser. La maison était trop silencieuse, trop vide. Et cette porte fermée commençait à ressembler moins à un sanctuaire qu'à une question sans réponse. J'ai pris le trousseau de clés. Mes mains ne tremblaient pas, mais mon cœur battait plus fort que nécessaire. J'ai tourné la poignée et poussé la porte. Elle s'est ouverte sans bruit, comme si elle avait été huilée récemment. La pièce était plongée dans la pénombre. Les volets à moitié fermés laissaient filtrer une lumière grise et froide. Mon premier réflexe a été de chercher des yeux ce que je m'attendais à trouver. Un bureau en bois massif, peut-être une lampe de travail, un ordinateur, des stylos alignés. Ces petits détails qui font qu'un espace appartient à quelqu'un. Mais il n'y avait rien de tout cela. La pièce était nue, presque clinique, contre les murs, des étagères métalliques du sol au plafond, identiques à celles qu'on trouve dans les archives administratives. Aucune photo de nous, aucun souvenir personnel. Pas de tapis, pas de décoration. Juste ces rangées de classeurs, alignées avec une précision obsessionnelle. Je me suis approchée lentement. Les dossiers étaient étiquetés, mais pas avec des titres génériques, comme je l'aurais imaginé. Des noms de famille, suivis de prénoms. Certains écrits à la main, d'autres tapés à la machine. Certains récents, d'autres jaunis par le temps. J'ai tiré un classeur au hasard. À l'intérieur, des photocopies de documents officiels, des formulaires médicaux, des extraits bancaires, des lettres manuscrites, des pages et des pages soigneusement rangées dans des pochettes plastiques. Un homme dont je ne connaissais pas le nom, mais dont la vie entière semblait consignée ici. J'ai replacé le dossier, mal à l'aise. J'en ai sorti un autre, une femme cette fois. Même organisation méticuleuse. Date, chiffres, références administratives. Tout était là, classé, conservé. Sur une étagère plus basse, des boîtes en carton fermées avec du ruban adhésif.
Des enveloppes Kraft empilées par taille. Un tiroir rempli de vieilles clés sans étiquette. Rien de personnel. Rien qui explique pourquoi mon mari passait des heures enfermé ici. J'ai reculé d'un pas, le cœur battant. Ce n'était pas un bureau. Ce n'était pas un espace de travail. C'était autre chose. Quelque chose de froid, de systématique. Une pièce qui ressemblait davantage à une salle d'archives qu'à un lieu de vie. Et tous ces noms. Des dizaines, peut-être des centaines. Qui étaient ces gens? Pourquoi leur vie était-elle rangée ici, dans notre maison, derrière une porte que je n'avais jamais eu le droit d'ouvrir? Je suis restée un long moment immobile au milieu de cette pièce, incapable de détacher mon regard des étagères. L'odeur de papier ancien me prenait à la gorge, mêlée à quelque chose de plus subtil, une odeur de renfermé qui me donnait envie d'ouvrir les volets. Mais je n'ai pas bougé. J'avais besoin de comprendre. J'ai sorti un autre classeur, plus épais que les premiers. Le nom sur l'étiquette ne me disait rien. À l'intérieur, la première page était une photocopie d'un certificat médical daté de 1998. Diagnostic psychiatrique, dépression sévère, hospitalisation recommandée. Les pages suivantes racontaient une histoire que je n'aurais jamais dû connaître. Arrêt de travail successifs, courrier de licenciement, notification de saisie immobilière. Tout était là, dans l'ordre chronologique, comme si quelqu'un avait patiemment reconstitué le naufrage d'une existence. Plus loin dans le dossier, des lettres manuscrites, des supplications adressées à des administrations, à des banques, à des employeurs, des refus tamponnés en rouge. Et tout au fond, une coupure de presse locale, un entrefilet de 3 lignes mentionnant un décès par accident de la route. Aucun commentaire, juste l'article découpé et glissé dans une pochette plastique. J'ai refermé le classeur, les mains tremblantes. Ce n'était pas de simples documents administratifs, c'était la vie entière d'un homme, sa chute, sa fin, archivée avec une précision clinique. J'en ai ouvert un autre, une femme cette fois. Des relevés bancaires annotés au stylo rouge. Des décisions de justice concernant une garde d'enfants. Des rapports sociaux. Des attestations de témoins. Une succession de dates qui formaient une chronologie implacable. Séparation, perte du domicile, déchéance de l'autorité parentale. Et là aussi, tout au fond, une dernière feuille. Un signalement pour disparition inquiétante, jamais résolu. Mon cœur battait de plus en plus vite. J'ai parcouru les étiquettes sur les étagères. Des dizaines de noms. Certains m'étaient vaguement familiers, comme des échos lointains de conversations oubliées. D'autres complètement inconnus. Mais tous semblaient te suivre le même schéma. Des documents officiels, des traces administratives, des vies décomposées en formulaires et en tampons. Sur le bureau, car il y avait bien un petit bureau dans un coin, que je n'avais pas remarqué d'abord. Une pile de chemises Kraft attendait d'être classée. J'en ai ouvert une au hasard. Des photocopies de plaintes déposées au commissariat. Des procès-verbaux, des témoignages contradictoires. Et en marge, des notes manuscrites dans l'écriture soignée de mon mari. Des noms, des dates, des références croisées. Tout était systématisé. Chaque dossier semblait relié aux autres par des annotations cryptiques, comme si mon mari avait passé des années à tisser un réseau invisible entre ces existences brisées. Je me suis assise sur la seule chaise de la pièce, celle devant ce petit bureau. Mes jambes ne me portaient plus. Une seule question tournait en boucle dans ma tête, obsédante, terrifiante. Pourquoi un seul homme aurait-il besoin de conserver tout cela? J'ai passé des heures dans cette pièce, incapable de partir, incapable de m'arrêter. Les classeurs s'accumulaient autour de moi, ouverts, empilés,
comme si je cherchais frénétiquement une explication qui rendrait tout cela normal. Mais plus je lisais, plus l'étrangeté se transformait en quelque chose de plus profond, une sensation glacée qui remontait lentement le long de ma colonne vertébrale. Parce que j'ai commencé à reconnaître des noms. Le premier m'a frappé comme une gifle. Morel. Pierre Morel. Notre ancien voisin du 3e étage. Celui qui avait déménagé brutalement il y a une dizaine d'années. Je me souvenais vaguement de lui. Un homme discret, toujours poli, qui travaillait dans l'import-export. Un jour, l'appartement était vide. Ma belle-sœur m'avait dit qu'il avait eu des problèmes financiers, qu'il était parti sans laisser d'adresse. Son dossier était là, entre mes mains. 23 pages. Des relevés bancaires montrant des virements suspects, une plainte pour fraude fiscale, des saisies administratives. Et tout au bout, une annotation manuscrite de mon mari. Dossier transmis, février 2015. Aucune autre précision. Juste cette phrase neutre, bureaucratique, qui ne disait rien et qui disait tout. J'ai reposé le classeur avec des gestes lents, comme si je manipulais quelque chose de toxique. Mes mains tremblaient. Ce n'était pas possible. C'était une coïncidence. Mon mari avait peut-être été consulté professionnellement. Peut-être que Morel lui avait demandé conseil. Peut-être. Mais alors j'ai vu un autre nom. Duchamp. Agnès Duchamp. La femme qui tenait la boulangerie au coin de la rue, quand nous nous sommes installés dans le quartier. Une femme joviale, toujours souriante, qui donnait des bonbons aux enfants. Puis un jour, le magasin avait fermé. Les rumeurs parlaient d'alcoolisme, de dettes, de divorce. Elle avait disparu du quartier. Son dossier était plus mince, mais tout aussi méticuleux. Des signalements pour état d'ivresse sur la voie publique. Des factures impayées. Un jugement de divorce. Des attestations médicales concernant une dépendance à l'alcool. Et cette même annotation. Dossier transmis, novembre 2008. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang cogner contre mes tempes. J'ai continué à feuilleter les étagères, presque malgré moi. Bertrand, Leblanc, Rousseau. Des noms qui résonnaient comme des échos d'un passé que je croyais anodin. Le comptable qui avait perdu son cabinet. La professeure de piano qui avait quitté la ville du jour au lendemain. Le pharmacien dont la licence avait été révoquée. Tous ces gens que j'avais croisés, dont j'avais entendu parler, dont les vies s'étaient effondrées, sans que je comprenne vraiment pourquoi. Tous ces destins brisés que j'avais attribués au hasard, à la malchance, à leurs propres erreurs. Ils étaient tous là, rangés, étiquetés, archivés, comme si leur chute y avait été prévue, documentée, peut-être même orchestrée. Et mon mari connaissait chacune de leurs histoires, avec une précision terrifiante. Je me suis levée brusquement, prise d'un vertige. Ce n'étaient pas des dossiers abstraits, ce n'étaient pas des cas administratifs anonymes, c'étaient des gens réels, des vies que j'avais côtoyées, des destins qui s'étaient écroulés pendant que je vivais tranquillement à quelques mètres de cette pièce, sans rien voir, sans rien savoir. La porte était toujours ouverte derrière moi, mais soudain, elle me paraissait beaucoup trop petite, comme une issue de secours qui se rétrécissait. Je me suis éloignée des étagères, le souffle court, et je me suis retrouvée à fixer le mur vide en face de moi. Mais ce n'était pas le mur que je voyais, c'était mon mari. Des dizaines de scènes remontaient à la surface, des moments anodins que j'avais oubliés, qui se réorganisaient maintenant dans une lumière différente. Je me souvenais de cette soirée, il y a 7 ou 8 ans, où nous avions croisé Pierre Morel dans l'escalier. Mon mari l'avait salué poliment, puis m'avait dit en rentrant chez nous qu'il ne fallait pas lui prêter d'argent, si jamais il demandait. Pas un conseil brutal, juste une remarque en passant,
presque paternelle. J'avais trouvé cela étrange à l'époque, mais je n'avais pas insisté. 3 mois plus tard, Morel disparaissait du quartier. Ou cette fois où Agnès Duchamp, la boulangère, s'était plainte devant nous des contrôles fiscaux qui s'accumulaient. Mon mari avait hoché la tête avec sympathie, avait murmuré que ces choses-là prenaient parfois du temps à se résoudre, qu'il fallait être patient. Elle avait souri, rassurée. Quelques semaines après, sa boutique fermait définitivement. Il savait. Il savait toujours avant les autres, avant que les choses ne s'effondrent, avant que les destins ne basculent. Je l'avais pris pour de l'intuition, pour une forme de sagesse tranquille. Je me disais qu'il comprenait les gens, qu'il voyait venir les problèmes. J'étais même fière de cette capacité qu'il avait à anticiper. Mais ce n'était pas de l'intuition, c'était de l'information. Je repensais aussi à toutes ces conversations téléphoniques qu'il prenait dans le couloir, jamais dans le salon. Des appels brefs, toujours sur le même ton neutre, professionnel. Il raccrochait, revenait vers moi, ne disait jamais rien. Je n'ai jamais demandé. C'était son travail. C'était sa vie privée. Je respectais cette frontière. Et ces rendez-vous qu'il avait parfois le soir, des rencontres qu'il appelait des consultations. Il ne parlait jamais des personnes qu'il voyait, mais il revenait toujours avec la même expression. Fatiguée, mais satisfaite, comme quelqu'un qui vient d'accomplir une tâche nécessaire. Combien de fois l'avais-je vu croiser quelqu'un dans la rue, échanger quelques mots, puis me dire ensuite avec un soupir que cette personne avait des choix difficiles à faire? Je hochais la tête. Je pensais qu'il était empathique, qu'il s'inquiétait pour les autres. Jamais je n'ai imaginé qu'il était celui qui décidait de ses choix. Je me souvenais maintenant de ce dîner chez des amis, il y a longtemps, où un invité s'était lancé dans une critique virulente contre mon mari, sans savoir qu'il était là. L'homme parlait de corruption, de passe-droit, de gens qui contrôlaient tout en restant dans l'ombre. Mon mari avait écouté sans broncher, puis avait simplement demandé si quelqu'un voulait du café. L'homme s'était tu. Quelques mois plus tard, j'avais appris qu'il avait perdu son poste. Tous ces détails, tous ces fragments revenaient comme des pièces d'un puzzle que je n'avais jamais voulu assembler. Mon mari n'était pas un observateur passif. Il n'était pas une victime du système. Il était le système. Ou du moins, un de ses rouages essentiels. Invisible, efficace, implacable. Et moi, pendant toutes ces années, j'avais dormi à côté de lui en pensant que nous menions une vie ordinaire. Je suis retournée vers le petit bureau dans le coin de la pièce. Mes jambes étaient lourdes, comme si chaque pas me coûtait un effort considérable. Il y avait un tiroir que je n'avais pas encore ouvert. Métallique, fermé par une serrure ancienne. J'ai cherché parmi les clés du trousseau jusqu'à trouver celle qui correspondait. À l'intérieur, des liasses de documents bancaires. Pas nos comptes habituels, ceux que nous gérions ensemble, où nos salaires tombaient chaque mois. Non, des relevés d'un autre compte, ouvert à son seul nom, dans une banque que je ne connaissais pas. Les montants n'étaient pas astronomiques. Pas de fortune cachée, pas de millions dissimulés. Juste des versements réguliers. 500 € par-ci, 800 par-là, parfois 1000. Toujours des sommes rondes, toujours en liquide déposé. Jamais de virement traçable. Les dates s'échelonnaient sur des années, des décennies même. J'ai parcouru les lignes, essayant de trouver une logique. Les dépôts n'étaient pas mensuels, parfois 2 dans la même semaine, puis rien pendant 3 mois. Mais sur la durée, c'était constant. Un flux d'argent qui entrait sans explication, qui s'accumulait discrètement. En dessous des relevés bancaires, des enveloppes Kraft fermées. J'en ai ouvert une.
Des billets, usagés, froissés, de petites coupures. Environ 2000 €. J'ai ouvert une autre enveloppe. 3000. Une troisième. 1500. Je me suis rassise, les enveloppes étalées devant moi, comme des preuves d'un crime que je ne comprenais pas encore complètement. Mon mari n'était pas un homme vénal. Nous vivions modestement, confortablement, mais sans excès. Il ne m'avait jamais caché nos finances communes. Nos comptes étaient transparents, nos dépenses raisonnables. Nous partions en vacances une fois par an, nous avions une voiture correcte, nous mangions bien. Rien d'extravagant. Mais cet argent-là, je ne l'avais jamais vu. J'ai repris les relevés bancaires, cette fois en les comparant avec les noms sur les dossiers. Et lentement, très lentement, une structure a émergé. Les dates correspondaient. Chaque fois qu'un dossier portait la mention « transmis » ou « classé », un versement apparaissait quelques jours plus tard. Pas toujours immédiatement. Parfois avec un décalage d'une semaine, d'un mois. Mais la corrélation était là, indéniable. Mon mari ne gagnait pas cet argent par son travail officiel. Il le recevait pour autre chose. Pour son silence. Peut-être. Pour des services rendus. Pour des décisions prises ou évitées. Je ne savais pas exactement comment cela fonctionnait, mais le mécanisme était clair. Chaque fois qu'une vie basculait, chaque fois qu'un dossier était bouclé, de l'argent changeait de main. Ce n'était pas de la corruption au sens où je l'aurais imaginé. Pas de pots de vin massifs, pas de comptes offshore, pas de luxe ostentatoire. C'était plus subtil, plus pernicieux. De petites sommes, régulières, suffisantes pour créer une dépendance, pour maintenir un système en place. Assez pour que mon mari continue, année après année, à tenir son rôle dans cette machinerie invisible. Et moi, pendant tout ce temps, j'avais vécu avec l'argent propre, celui des fiches de paie, celui que nous déclarions, l'argent visible, pendant que lui gérait l'autre argent, celui qui achetait la tranquillité, celui qui scellait les destins. J'ai refermé le tiroir, les mains glacées. Une nouvelle question me brûlait maintenant. Combien de ces vies brisées avaient payé pour notre confort quotidien? J'ai quitté le tiroir et les enveloppes d'argent pour retourner vers les étagères. Cette fois, je ne cherchais plus au hasard. Je voulais comprendre le fonctionnement de tout cela. Comment un homme sans pouvoir officiel, sans titre important, pouvait-il accumuler autant d'informations sur autant de vies? Mon mari n'était pas magistrat. Il n'était pas commissaire de police, ni inspecteur des impôts. Sur le papier, il travaillait comme consultant administratif dans un cabinet discret. Un métier ennuyeux, presque invisible. Le genre de profession dont personne ne demande vraiment les détails. Il rentrait le soir, embrassait ma joue, parlait vaguement de dossiers à boucler. Je n'avais jamais creusé. Mais maintenant, en parcourant ces classeurs, je comprenais que ce titre neutre cachait quelque chose de bien plus vaste. Mon mari était un intermédiaire, un point de passage obligé entre les gens ordinaires et les mécanismes administratifs qui décident de tout. Il connaissait les bonnes personnes, les bons bureaux, les bonnes procédures. Il savait où un dossier pouvait être accéléré et où il pouvait être enterré pour toujours. J'ai retrouvé le dossier de Bertrand Leblanc, le comptable dont le cabinet avait fait faillite. En relisant les documents, j'ai remarqué des détails que j'avais négligés la première fois. Des tampons administratifs contradictoires, des dates qui ne correspondaient pas, un contrôle fiscal déclenché à un moment stratégique, juste avant qu'il signe un contrat important. Et dans la marge, l'écriture de mon mari, demande reçue, intervention validée. Ce n'était pas un hasard.
Quelqu'un avait demandé à mon mari de faire tomber cet homme. Et il l'avait fait. Plus loin, le dossier d'Agnès Duchamp. Des signalements pour ivresse publique, tous déposés par la même personne, un concurrent qui voulait racheter son fonds de commerce. Des rapports médicaux mystérieusement transmis à la commission d'hygiène. Des inspections multipliées jusqu'à ce qu'elle abandonne. Et toujours, cette même note manuscrite, dossier suivi, objectif atteint. Mon mari ne décidait pas au hasard. Il recevait des demandes. Des gens venaient le voir, lui expliquaient sur leurs problèmes, leurs besoins, leurs ennemis. Et lui, avec sa connaissance des rouages administratifs, orchestrait des chutes qui paraissaient légales, justifiées, inévitables. Il ne volait personne directement. Il ne menaçait personne physiquement. Il se contentait de pousser les bons boutons, de glisser les bons mots aux bonnes personnes, de faire en sorte que le système lui-même broie ceux qu'on lui désignait. Et en échange, il recevait ses enveloppes discrètes, ses versements réguliers. Je me suis adossée contre l'étagère, les jambes tremblantes. Pendant 32 ans, j'avais dormi à côté de cet homme. Je lui avais préparé ses repas, lavé ses chemises, tenu sa main dans les moments difficiles. Je l'avais aimé, ou du moins, j'avais cru l'aimer. Et pendant tout ce temps, il était le juge invisible de dizaines de vies. Il décidait qui méritait de réussir et qui devait échouer. Pas selon la justice, pas selon la morale, mais selon qui payait, qui le sollicitait, qui savait frapper à la bonne porte. Le pire, c'est qu'il rentrait chaque soir, avec le même visage calme, la même politesse tranquille. Il m'embrassait, me demandait comment s'était passée ma journée, s'installait devant la télévision comme n'importe quel mari fatigué. Il n'y avait aucune trace de culpabilité sur son visage, aucun trouble, comme si tout cela était normal, nécessaire, justifié. Peut-être que pour lui, ça l'était. J'ai continué à parcourir les étagères, dossier après dossier, jusqu'à ce que mes yeux me brûlent et que les noms se mélangent dans ma tête. J'aurais dû partir, fermer cette pièce, appeler quelqu'un. Mais je ne pouvais pas, comme si j'étais prisonnière d'une logique qui m'échappait encore, comme si quelque chose d'essentiel m'attendait quelque part, entre ces rangées de papiers. C'est alors que je l'ai remarqué, sur l'étagère du bas, tout au fond, presque caché derrière les autres classeurs. Un dossier différent, plus fin que les autres, beaucoup plus fin, et surtout sans étiquette. Tous les autres portaient un nom, une date, une référence. Mais celui-là était vierge. Juste une chemise cartonnée grise, anonyme, comme si elle n'avait pas le droit d'exister officiellement. Je me suis agenouillée pour le saisir. Mes mains tremblaient légèrement. Une sensation étrange montait en moi, quelque chose que je n'arrivais pas à nommer. Pas de la curiosité, plutôt une forme de pressentiment, une intuition sourde que ce dossier-là était différent. Je l'ai ouvert lentement. À l'intérieur, une dizaine de pages seulement. Pas de formulaires administratifs cette fois. Pas de tampons officiels. Juste des lettres manuscrites, des photocopies de documents médicaux, quelques coupures de presse et des dates griffonnées en marge par mon mari. La première lettre était ancienne, l'encre légèrement pâlie. Une écriture féminine, nerveuse, pressée. Les mots parlaient d'injustice, de portes qui se fermaient, de promesses non tenues. Pas de signature, juste des initiales que je ne reconnaissais pas. La page suivante était un certificat médical, un diagnostic que je comprenais à peine, des termes techniques, une date qui remontait à plus de 25 ans. Et cette annotation de mon mari, cette même écriture que j'avais vue partout ailleurs. Intervention nécessaire, discrétion absolue. Plus loin, un article de journal, court,
presque insignifiant, quelques lignes évoquant un poste qui n'avait finalement pas été attribué, une candidature écartée pour des raisons administratives. Aucun nom mentionné. J'ai tourné les pages une à une, et à chaque fois, la même sensation grandissait. Ce dossier ne ressemblait pas aux autres. Il n'y avait pas cette accumulation méthodique de preuves, cette chronologie implacable menant à l'effondrement. C'était plus fragmentaire, plus intime. Comme si mon mari avait gardé seulement les moments clés, les traces essentielles d'une histoire qu'il connaissait par cœur. Et surtout, il n'y avait pas de nom, aucune identité claire, juste des indices éparpillés, des pièces d'un puzzle dont je ne voyais pas encore l'image finale. Au fond du dossier, une dernière page, une lettre différente des autres, récente, datée d'il y a seulement 2 ans. Une écriture que je connaissais bien, celle de mon mari. Quelques lignes adressées à quelqu'un dont le nom avait été noirci au marqueur. Les mots étaient froids, administratifs. Mais je sentais quelque chose de plus profond dessous. Une forme de justification peut-être, ou de regret. J'ai refermé le dossier, le cœur battant. Pourquoi celui-là était-il différent? Pourquoi l'avait-il caché plus profondément que les autres? Et surtout, pourquoi n'y avait-il pas de nom? Une peur sourde s'installait en moi. Pas une peur rationnelle. Pas quelque chose que je pouvais expliquer. Juste une intuition glacée que ce dossier sans nom contenait la clé de tout le reste, et que j'allais le regretter de l'ouvrir à nouveau. J'ai gardé le dossier sans nom sur mes genoux pendant plusieurs minutes, incapable de l'ouvrir à nouveau. Mais je savais que je n'avais pas le choix. Cette peur sourde qui m'habitait n'était pas celle de découvrir quelque chose d'horrible chez quelqu'un d'autre. C'était quelque chose de plus intime, de plus personnel. J'ai rouvert la chemise grise, cette fois en lisant chaque détail avec une attention minutieuse. La première lettre manuscrite parlait d'un poste refusé, d'une candidature écartée sans explication valable. Les dates remontaient à 1993. J'ai senti mon estomac se nouer. En 1993, j'avais postulé pour un emploi dans une grande entreprise pharmaceutique. Un poste que j'aurais dû obtenir. J'avais toutes les qualifications, toutes les recommandations. Mais au dernier moment, on m'avait informé que mon dossier présentait des irrégularités administratives. Jamais expliquées, jamais clarifiées. Mon mari m'avait consolée à l'époque. Il m'avait dit que c'était mieux ainsi, que ce poste m'aurait éloigné de lui, que nous étions bien comme nous étions. J'avais fini par accepter un emploi moins prestigieux, plus proche de la maison. J'ai tourné la page suivante, le certificat médical. Je l'ai relu lentement, et cette fois, les termes techniques ont pris un sens terrible. C'était mon diagnostic, cette période où j'avais été hospitalisée pour épuisement nerveux, il y a 25 ans. Une dépression que j'avais crue passagère, liée au stress. Mais là, dans ce dossier, il y avait des annotations que je n'avais jamais vues. Des remarques sur ma fragilité psychologique, sur ma dépendance émotionnelle. Des évaluations qui n'auraient jamais dû sortir du cabinet médical. Mon mari avait eu accès à tout cela. Plus loin, une photocopie d'un acte notarié. La vente de la maison de mes parents après leur décès. Un héritage qui aurait dû me revenir entièrement, mais qui avait été divisé différemment suite à des complications légales que je n'avais jamais comprises. Mon mari s'était occupé de tout à l'époque, me disant que c'était mieux ainsi, que les procédures étaient trop compliquées pour moi. Et là, dans la marge, transfert validé, 40% récupéré. Ma respiration s'est accélérée. Chaque page que je tournais révélait un nouveau fragment de ma propre vie, décortiqué, analysé, manipulé. Mon licenciement en 2005, que j'avais attribué à une restructuration.
L'amitié brisée avec Claire, ma meilleure amie, après qu'elle m'ait soudainement accusée de l'avoir trahie, sans que je comprenne pourquoi. Tous ces moments où j'avais cru que le destin jouait contre moi. Ce n'était pas le destin, c'était lui. Au fond du dossier, j'ai trouvé une note manuscrite datée du début de notre mariage. Quelques lignes dans l'écriture de mon mari, adressées à quelqu'un dont le nom était noirci. Les mots étaient au froid, calculés, candidature idéale, vulnérable, sans réseau solide, attachement émotionnel fort, contrôle garanti sur long terme. Candidature idéale. C'était moi. Le dossier m'est tombé des mains. Mes jambes ne me portaient plus. Je me suis laissé glisser contre le mur, incapable de respirer correctement. Mon mari ne m'avait pas épousée par amour. Il m'avait choisie parce que j'étais contrôlable, parce qu'il pouvait façonner ma vie, fermer des portes, m'isoler, me maintenir dans une dépendance invisible. J'étais un de ces dossiers. Une vie gérée, orientée, manipulée. Et le pire, c'est que j'avais aimé cet homme. Je suis restée longtemps assise par terre, le dos contre le mur froid de ce bureau, qui ressemblait de plus en plus à une cellule. Le dossier sans nom gisait à côté de moi, ouvert, obscène dans sa neutralité administrative. Ma propre vie réduite à quelques feuillets, à des annotations griffonnées, à des décisions prises par quelqu'un d'autre. Mais ce qui me déchirait le plus, ce n'était pas la manipulation elle-même. C'était de comprendre pourquoi. J'ai repris le dossier d'une main tremblante et j'ai relu cette première note, celle du début de notre mariage. Candidature idéale, vulnérable, sans réseau solide, attachement émotionnel fort. Chaque mot était un coup de poignard. Il ne m'avait pas choisi malgré mes faiblesses. Il m'avait choisi à cause d'elle. Je me souvenais maintenant de notre rencontre. Une soirée chez des amis communs, peu après la mort de mes parents. J'étais perdue, seule, encore sous le choc du deuil. Il s'était montré attentionné, présent, rassurant. Exactement ce dont j'avais besoin. Je m'étais accrochée à lui comme à une bouée de sauvetage. Et lui avait vu une opportunité. Parce que c'est ce que j'étais pour lui. Une opportunité. Une femme isolée, sans famille proche, sans réseau professionnel solide. Une femme qui ne poserait pas trop de questions, qui accepterait les réponses vagues, qui respecterait les frontières imposées. Une femme facile à contrôler parce qu'elle n'avait personne d'autre. J'ai repensé à tous ces moments où il avait subtilement saboté mes tentatives de reprendre pied. Cet ami qui voulait m'embaucher dans son entreprise et à qui il avait dit avec un sourire que j'avais besoin de stabilité, pas de stress supplémentaire. Cette formation professionnelle que je voulais suivre et qu'il m'avait déconseillée en m'expliquant que nous n'en avions pas les moyens. Ces voisins avec qui je commençais à me lier d'amitié et qui avaient mystérieusement déménagé peu après. Chaque fois qu'une porte s'ouvrait pour moi, il la refermait doucement, avec des arguments raisonnables, avec une sollicitude apparente. Et moi je l'avais cru, je l'avais remercié même, parce qu'il semblait toujours agir pour mon bien. Mais ce n'était pas pour mon bien, c'était pour son contrôle. Il avait besoin que je reste dépendante, que je n'ai pas d'autre point d'ancrage que lui, que ma vie tourne entièrement autour de notre couple, de cette maison, de cette routine bien huilée, parce qu'une femme indépendante aurait posé des questions, aurait voulu comprendre ce qui se passait derrière cette porte fermée, aurait fini par découvrir la vérité. Mais moi, j'étais la femme parfaite pour ses besoins, aimante, confiante, isolée. Je ne remettais rien en question. Je respectais son espace. Je me contentais de ce qu'il me donnait. Et pendant 32 ans, il m'avait gardée dans cette cage dorée, me faisant croire que c'était de l'amour. Le plus atroce, c'est que je l'avais vraiment aimé, profondément,
Sincèrement. J'avais construit toute ma vie autour de lui. Et maintenant, je comprenais que cet amour n'avait jamais été réciproque. Il m'avait peut-être apprécié, peut-être respecté à sa manière tordue. Mais il ne m'avait jamais aimé. On n'aime pas ce qu'on contrôle. On le possède. J'ai fini par me relever, les jambes engourdies, le corps vidé. La question qui tournait maintenant dans ma tête était simple, terrifiante. Pourquoi avait-il gardé tout cela? Pourquoi archiver méticuleusement des décennies de vie détruites, y compris la mienne? Pourquoi prendre le risque que quelqu'un découvre un jour cette pièce? Un homme rationnel, calculateur comme lui, aurait dû détruire ces preuves, les brûler, les faire disparaître. Mais non, tout était là, soigneusement rangé, étiqueté, préservé, comme une bibliothèque personnelle de l'horreur. J'ai parcouru à nouveau les étagères, mais cette fois avec un regard différent. Je ne cherchais plus à comprendre les histoires individuelles. Je cherchais à comprendre lui, ce qui l'avait poussé à transformer cette pièce en sanctuaire de ses crimes. Et c'est là que j'ai compris. Ce n'était pas du remords. Un homme rongé par la culpabilité aurait laissé des traces d'hésitation, des notes d'excuses, des signes de conflit intérieur. Mais ici, tout était froid, méthodique, assumé. Chaque annotation reflétait une efficacité tranquille, presque professionnelle. Non, s'il avait conservé tout cela, c'était pour une raison beaucoup plus dérangeante. Il avait peur d'être oublié. Mon mari n'était pas un homme visible. Il n'avait ni titre prestigieux, ni reconnaissance publique. Son pouvoir était invisible, exercé dans l'ombre, connu seulement de ceux qui avaient tant besoin de ses services. Quand il mourrait, personne ne prononcerait d'éloges funèbres vantant son influence. Aucun journal ne publierait d'articles sur son rôle dans la société. Il disparaîtrait sans laisser de traces officielles. Et cela, il ne pouvait pas le supporter. Ce bureau était son monument, sa preuve d'existence. Chaque dossier était un trophée, une victoire silencieuse, une vie qu'il avait façonnée. C'était sa manière de se dire qu'il avait compté, qu'il avait eu du pouvoir, qu'il avait laissé une marque indélébile dans le monde. Peu importait que personne d'autre ne sache. Lui savait. Et c'était suffisant. J'ai repensé à ces derniers mois quand la maladie progressait. Il passait de plus en plus de temps enfermé ici. Je croyais qu'il mettait de l'ordre dans ses affaires, qu'il préparait sa succession. Mais maintenant, je comprenais qu'il venait se recueillir devant son œuvre, relire ses dossiers, se rappeler chaque intervention, chaque décision, se convaincre que sa vie avait eu un sens, et le fait qu'il n'ait rien détruit avant de mourir n'était pas un oubli. C'était un choix. Il voulait que quelqu'un découvre cela un jour. Pas pour être jugé, mais pour être connu. Pour que quelqu'un, ne serait-ce qu'une personne, comprenne l'étendue de ce qu'il avait accompli. Cette personne, c'était moi. J'étais celle qu'il avait choisie pour être témoin de son héritage, la gardienne involontaire de sa mémoire. Et c'était peut-être là sa dernière manipulation. Me forcer à porter le poids de ses actes, à devenir la seule dépositaire d'une vérité que je ne pourrais jamais partager sans me détruire moi-même. J'ai passé 3 jours entiers dans ce bureau. 3 jours à lire, à relire, à essayer de comprendre jusqu'au bout. Je dormais peu, mangeais à peine. Je voulais tout voir, tout savoir, comme si en épuisant ces dossiers, je pouvais épuiser aussi la douleur. Mais au matin du 4e jour, j'ai su que c'était fini. Il n'y avait plus rien à découvrir, plus de secrets cachés, juste cette vérité brute et froide. J'avais vécu 32 ans avec un étranger, un homme qui avait fait de ma vie un outil, une variable dans ses calculs silencieux. Je me suis levée, j'ai rangé les dossiers exactement comme je les avais trouvés.
Chaque classeur à sa place, chaque enveloppe dans son tiroir. J'ai refermé le dossier sans nom et je l'ai replacé tout au fond de l'étagère du bas. Puis j'ai éteint la lumière et je suis sortie. La poignée était froide sous ma main quand j'ai refermé la porte. Le même clic sec que j'avais entendu des milliers de fois pendant toutes ces années, quand mon mari s'enfermait pour ses mystérieuses occupations. Mais cette fois, c'était moi qui fermais. Définitivement. Je n'ai appelé personne, ni la police, ni un avocat, ni même un ami. À quoi bon? Les preuves étaient là, certes, mais que prouveraient-elles vraiment? Mon mari était mort. Les gens dont les vies avaient été brisées ne seraient pas réparés par un scandale posthume. Et moi, je serais détruite publiquement, exposée comme la femme aveugle qui n'avait rien vu, rien compris. Non, je ne ferai pas de révélation. Je ne chercherai pas de vengeance. Ce silence-là, au moins, je le choisissais. Pas par lâcheté, pas par protection de sa mémoire, mais parce que c'était la seule chose qui m'appartenait encore. J'ai commencé à faire mes valises le soir même. Pas beaucoup. Quelques vêtements, quelques livres, les photos de mes parents. Le reste n'avait plus d'importance. Les meubles, la vaisselle, tous ces objets que nous avions accumulés ensemble appartenaient à une vie qui n'avait jamais vraiment existé. Je les laissais derrière moi comme on abandonne les accessoires d'un décor de théâtre. 2 jours plus tard, j'ai quitté la maison. Sans cérémonie, sans adieu. J'ai posé les clés sur la table de l'entrée. J'ai fermé la porte d'entrée derrière moi. Dehors, l'air était froid et vif. Le genre de froid qui vous force à respirer profondément, à sentir que vous êtes vivante. Je ne savais pas où j'allais exactement. J'avais loué un petit appartement dans un quartier que je ne connaissais pas, loin de cette rue, loin de ses souvenirs. Un endroit neutre, sans histoire. Un endroit où je pourrais recommencer, non pas ma vie, mais l'idée de ce qu'elle aurait pu être. Pour la première fois depuis des décennies, je partais non pas comme une épouse, non pas comme la femme de quelqu'un, mais comme une personne. Seule, certes, brisée, probablement, mais libre.